Dès la 2e semaine, le professeur de français leur fit faire une composition. Le sujet en était simple: racontez vos vacances. Mehdi regarda la feuille blanche avec perplexité. Ses vacances? Elles étaient d'une monotonie décourageante. On s'y levait tard, on lisait, on déjeunait. De nouveau la lecture, une promenade parfois. Puis son père faisait travailler les enfants dans le salon exigu, calcul, dictée, récitation. Le tarif était clair. Une remontrance pour une erreur vénielle. Une tape sur les doigts par grosse faute. Ensuite, ils avaient le droit de lire, parfois même des bandes dessinées, pendant que le père, ayant allumé un antique poste de radio, écoutait les émissions en arabe de la BBC. On y parlait de guerres lointaines et d'un certain Nasser, président de l'Égypte. Raconter cela? Il prit son stylo bic bleu, en posa la pointe sur la première ligne, et les mots vinrent d'eux-mêmes, comme des petits affamés se répandant dans un réfectoire après qu'on eut ouvert les portes. Il ne savait pas vraiment ce qu'il écrivait. Ce devaient être les vacances d'un autre. Mais 1000 mots emmagasinés pour leur sonorité chatoyante, 1000 expressions d'autant plus séduisantes qu'il ne les comprenait qu'à demi, se bousculaient dans sa tête en criant « Moi, moi, moi ». Généreux, il leur fit à tous de la place. Il réussit à les agencer tant bien que mal dans son récit, les grandes chaleurs de l'été, les éclaboussures de l'eau, ce qui orienta sa rédaction vers des vacances passées au bord de la mer. Le clapotis des vagues contre les rochers, puisqu'on était dans une station balnéaire, expression qu'il avait déchiffrée sur un panneau un jour et qu'il fut très heureux de pouvoir resservir, même s'il se demandait ce que balnéaire signifiait. Il faillit introduire un bal dans l'histoire, mais se ravisa. Il ne connaissait que la valse, que le mot valse, et il n'était pas sûr qu'on valsait à où en fait où se déroulaient ses vacances. Ah oui, Kénitra, puisque Mchiche daignait y habiter. Il se reprocha amèrement de n'avoir jamais demandé à Mchiche si on valsait à Kénitra. Il ferma les yeux et vit les hommes en grands uniformes de la garde impériale, les femmes se pâmant par dizaines, on leur faisait respirer des sels. Bon, tant pis, ni bal ni uniforme. Il revint à la plage. Le soleil est toujours de plomb. Ce qui est curieux parce que le plomb est grisâtre et le soleil jaune. Mais cette langue parfois déroutante des Français, il fallait l'accepter telle qu'elle. Et si le soleil de plomb déboulait en criant « moi, moi », il fallait lui trouver un emploi et ne pas se poser de questions. Il pensa insérer Midi, roi des étés, quelque part, hésita, puis renonça parce que son père lui avait souvent répété qu'il ne fallait jamais parler du roi. La politique, c'était dangereux. Vapeur brûlante, s'écrivit tout seul sur la feuille de brouillon. Il y avait un hic, cette maudite vapeur sortait toujours d'un samovar. Il y avait des Russes à Kénitra. Il décida de leur voler leur samovar, ni vu ni connu, et d'en faire une bouilloire. Oui, mais celle-ci n'arrivait jamais seule. Bracero n'était pas loin, veillant sur elle comme un mari jaloux. Une vapeur brûlante sortait de la bouilloire posée sur le brasero. Mais puisqu'on était à la plage, sous un soleil de plomb, dans une station balnéaire, que faisait là ce couple étrange, bouilloire-brasero? Mehdi suçota le bout de son stylo bic, ferma les yeux et entrevit la solution. Sa mère. Sa mère se tenait à l'ombre, en retrait, et c'est elle
qui s'occupait de ces ustensiles inséparables. Bien. Mais dans ce cas, où était le père? Mehdi parcourut des yeux l'immense plage de Kénitra et ne le vit nulle part. Les larmes aux yeux, il écrivit: le père était allé acheter un journal. Il reprit confiance quand plusieurs bouts de phrases débarquèrent sans crier gare. Il plongea la tête la première. L'écume des vaguelettes venait mourir sur le sable. Une brise de mer caressait. Caressait quoi? Et d'abord, c'était quoi une brise de mer? De fil en aiguille, il en arriva aux mystérieuses sirènes. Il hésita. Des sirènes à Kénitra, pourquoi pas? Mchiche en avait les moyens. Mais que faisaient-elles toute la journée, ces drôles de créatures? Ah oui, elles chantaient. Caressaient-elles aussi comme on caresse un chat? Il éprouva un léger découragement, tant de choses qu'on ignorait. Il leva la tête et vit, à sa droite, la tête de sa voisine reposant sur son bras gauche posé sur la table, pendant qu'elle écrivait de sa main droite, très lentement. Cette pose extraordinaire lui donna une idée. Sur le sable, une sirène dormait, les cheveux éparpillés sur le bras sur lequel s'appuyait sa tête. Puis, il n'avait pas perdu le fil, l'écume des vaguelettes venait mourir à ses pieds. Mierda, comme disait Raymond. Il avait vu des images de sirènes. Elles n'ont pas de pieds. Leur corps se termine par une espèce de queue de poisson. Désespéré, il pensa déchirer la feuille de papier. Les mots étaient déjà écrits et le regardaient narquois. Que faire? Il savait bien, à présent, que Dieu ne répondait jamais et que ce n'était pas la peine de lui réclamer un cataclysme. Il se souvint à temps de ce que M. Porte leur avait dit à propos des poètes, et il ajouta soulagé la formule magique. L'écume des vaguelettes venait mourir à ses pieds, licence poétique. Il put alors finir sa rédaction. Il plongea dans l'eau, la tête la première, son frère s'amusa à l'éclabousser, sa sœur, elle se tenait immobile dans l'eau comme gribouille. Finalement, ils allèrent tous trois boire le thé qu'avait préparé la mère. C'était une belle journée à la plage et mes vacances furent une suite de journées pareilles dont chacune apportait son lot de petites joies. En réalité, la phrase qui s'était présentée spontanément « Prends-moi » et dont il ne se souvenait plus où il l'avait lue disait ceci. Une suite de journées dont chacune apportait son lot de consolation. Mais Mehdi, n'ayant fait pleurer personne dans sa narration, ne voyait pas très bien qui il pouvait consoler. Il remplaça sournoisement consolation par joie, puis en fit petite joie, parce que vraiment, à part la sirène, il ne s'était pas passé grand-chose sur la grande étendue de sable blond. Oui, il avait aussi réussi à placer ça. Il rendit sa rédaction en poussant un soupir de soulagement, épuisé par la nage, les courses au bord de l'eau, à peine ragaillardi par le thé à la menthe servi par sa mère. La semaine suivante, M. Fernand rendit les copies. Il commença par la plus mauvaise. 5 sur 20. Vraiment, à fautta, vous ne vous êtes pas foulé. Et remonta vers la meilleure note. Quand il n'eut plus que 2 copies à la main, il fit durer le plaisir, en arborant un sourire qu'il voulait sardonique et en faisant coulisser les copies l'une sur l'autre. Puis, il annonça d'un seul souffle, comme un crieur de marché, « Mademoiselle Kirchhoff, 14 sur 20. Katib, 17 sur 20. Bravo, vous êtes doué, mon petit. J'ai beaucoup apprécié votre licence poétique, écrit entre parenthèses. Un peu d'humour, s'il est bien placé, ne fait jamais de mal. »
La sirène récupéra sa copie et se tourna souriante vers son voisin. « Et en plus, il est fort, mon petit kaki. »« En plus de quoi ?» Il ne répondit pas. Il se demandait pourquoi M. Flamand avait parlé d'humour. C'était très sérieusement qu'il avait ajouté licence poétique à la fin d'une phrase. Ceux du fond de la classe le regardaient d'un air mauvais. En sortant, l'un d'eux lui glissa hargneux. « C'est pas la peine de faire le malin. » Il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Quelques semaines après la rentrée, alors que Mehdi s'était habitué à sa condition d'interne, l'odeur du hachis parmentier collée à ses vêtements, qui n'étaient pas toujours les siens, sa vie prit un tournant imprévu qui allait le marquer pour longtemps. Cela se passa un vendredi vers la fin de l'après-midi. Un long week-end commençait, celui de la Toussaint. Mehdi n'avait pas vu le coup venir et personne n'avait pensé à l'avertir. Le lycée allait fermer ses portes pendant 3 jours. Catastrophe. Ce qui se passa ce vendredi, Mehdi le vécut comme un film, un thriller, dont il allait longtemps se repasser les images dans la tête. 17 heures. Avec d'autres internes, Mehdi se tint debout dans la loge du concierge en proie à un sentiment d'inquiétude qui lui tord les tripes. Les internes ne sont pas autorisés à quitter seuls le lycée. C'est pourquoi ils attendent serrés, les uns contre les autres, dans ce local exigu que leurs parents viennent les chercher pour les emmener à la maison. Ils attendent. Il n'y a rien d'autre à faire. Et tuent le temps en racontant des blagues ou en se chamaillant. Juan Saval et Raymond Fernandez bavardent en espagnol. Monsieur Chiche joue avec sa gourmette en or. Baye traite les Espagnols de spagnoli. Hajek, il hausse les épaules. Coloer va et vient, pensif, sort de la loge, sautille d'énervement. Samir Tanji raconte sa vie à qui veut l'entendre. Mehdi, lui, ne dit rien, adossé au mur. Impossible de jouer quoi que ce soit, la peur est trop forte. De temps en temps, la porte de la loge s'ouvre, des adultes entrent, les uns rieurs et bavards, les autres pressés et un peu loquaces, pour réclamer leur progéniture et l'arracher au groupe qui se réduit petit à petit. Le concierge salue les parents, au garde à vous, ce qui en étonne plus d'un. Parfois, il échange quelques mots avec un père plus amène que les autres. Les mères, il ne leur dit rien, il ne semble pas savoir comment on parle aux dames. Morel, un sac de sport en bandoulière, vient jeter un coup d'œil dans la loge. Constatant que Miloud est là, fidèle au poste, il repart vite en sifflotant. Un à un, les garçons et les filles s'en vont avec leurs familles. Ceux qui restent regardent avec impatience par la fenêtre de la loge les voitures qui glissent sur le boulevard Ziraoui et parfois s'arrêtent devant les portes du lycée. Ils s'agitent ou poussent une exclamation quand ils reconnaissent la Simca ou la Tonus de leur père. Chiche ricane. C'est une Mercedes qui viendra le chercher. Mehdi est le seul qui ne regarde pas par la fenêtre de la loge. 18 heures. Il est presque 6 heures. Tous les internes sont maintenant partis. Le dernier était Mchiche, dont le chauffeur s'est confondu en excuses pour le retard. Mehdi, qui ne peut plus se fondre dans la masse, n'ose pas lever les yeux sur le concierge. Miloud regarde sa montre de plus en plus fréquemment et il pose sur le petit prolétaire un regard sans aménité. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.